Bien, donc le sujet que je vais traiter, c'est le toastage, dont il a été question dans l'exposé d'Adèle. Le, L'objectif qu'on s'était donné au cours de cette étude, c'était de comprendre un petit peu mieux les hétérogénéités qu'on ressentait et sur lesquelles je vais revenir, pour essayer d'avoir d'objectiver un petit peu les intuitions qu'on avait, à savoir que d'un élevage à l'autre, on n'avait pas forcément les mêmes cinétiques de montée en température et de refroidissement, et de mettre derrière ça des impacts sur des marqueurs de cuisson, hein, de type solubilité des protéines et impact sur les facteurs antinutritionnels. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat de ça, mais je vais commencer par, en introduction, de vous présenter les, les raisons pour lesquelles on doit toaster les graines de soja pour les utiliser. Enfin, en tout cas, on a un bénéfice à avoir un traitement thermique. Donc, il y a deux cas de figure, hein. Il y a le cas de figure des monogastriques, donc des porcs, dont il a été question en premier. Euh, les graines de soja contiennent deux types de protéines particulières qu'on appelle les protéines de Kunitz et de Bowman-Birk, qui ont une activité antitrypsique, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se lier à la trypsine, une enzyme de l'hydrolyse des protéines, et de ce fait de bloquer cette enzyme qui ne peut plus fonctionner, ce qui sursollicite le pancréas et qui donne lieu à des pertes de performance, et en particulier sur les jeunes animaux. Et donc ça, ces protéines qui sont présentées sur la droite, c'est des protéines dont la fonctionnalité peut être traitée thermiquement. En chauffant, on va modifier la conformation tridimensionnelle de la protéine, ce qui fait qu'elle va perdre son activité. Dans le cas des ruminants, bon, comme on l'a vu, ce qu'on recherche, c'est un effet de la réduction de la dégradabilité dans le rumen, de manière à ce que les protéines qu'on apporte passent directement vers l'intestin. Et donc l'effet qu'on recherche n'est pas tout à fait le même, puisque là, on va essayer plutôt de créer des liaisons covalentes réversibles au niveau du traitement thermique, qui pourront ensuite être ces liaisons provisoires vont protéger les protéines contre les dégradations du rumen, mais elles vont pouvoir être remises à zéro au niveau de l'estomac, ce qui permet ensuite aux enzymes de la digestion de récupérer les acides aminés. Euh, donc, ce qui se passe quand on chauffe, quand on monte la température de quelque chose, c'est qu'on va avoir d'abord, dans un premier temps, des pertes de solubilité, des solubilités qu'on mesure à pH neutre et qui n'ont pas vraiment d'effet sur la digestibilité ni sur l'activité antitrypsique. Ensuite, quand on arrive à des températures un peu plus élevées et que le temps continue à passer, on voit des baisses de solubilité à pH alcalin, c'est-à-dire la protéine change vraiment de forme, de fonctionnalité, et donc l'activité antitrypsique et l'activité enzymatique commencent à s'estomper, et ça va en augmentant avec la durée. Et puis, dans un troisième temps, on a la mise en place des réactions de Maillard, qui sont essentiellement des réactions de déshydratation, des réactions qui consistent à créer des liaisons entre des sucres réducteurs et la fonction amine latérale de certaines protéines. Et donc ça, qui ont un effet sur la dégradabilité dans le rumen. Et puis enfin, quand on pousse encore la cuisson encore plus longtemps, on va avoir à nouveau création de liaisons irréversibles qui peuvent vraiment, à cette fois-ci, porter atteinte à la digestibilité des acides aminés. Donc, ce qui nous intéresse pour les monogastriques, c'est plutôt de nous situer dans la zone de traitement à la fin de la zone 2. Pour le traitement concernant les ruminants, il faut pousser un peu plus longtemps les traitements thermiques, il faut une durée de montée d'exposition à la température un peu plus longue. Et après, il ne faut pas aller plus loin puisqu'on a des risques de perte de digestibilité. Donc, pour vous illustrer ça,
je voudrais introduire une expérimentation qui a été faite il y a quelques années dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle la FIE de Gênes, au cours duquel on a préparé des sojas expeller avec deux technologies, une technologie où le traitement thermique est fait par extrusion et un traitement où on a eu une cuisson conventionnelle. Euh, à chaque fois, on a deux modalités un peu différentes de traitement thermique, ce qui fait que quand on regarde les facteurs antitrypsiques de ces produits, on voit qu'on a un cas où on a laissé un peu plus d'activité antitrypsique. Là elle est exprimée en UTI par milligramme, et on voit qu'on est à 7,6, donc ce qui est un petit peu au-dessus des 5 qu'on recommande quand on cherche à réduire ses activités antitrypsiques. Bon, vous pouvez regarder qu'on a des teneurs en huile qui sont un peu plus basses que les tourteaux industriels, puisque c'était des produits réalisés en atelier pilote qui sont un peu plus performants. Donc, ce qu'on a regardé, c'est la digestibilité chez le porcelet des acides aminés. Et donc, le tourteau qui nous intéresse, donc celui qui a un peu plus de protéines, c'est celui qui est en bleu. Et quand on regarde les digestibilités, donc qui sont exprimées en pourcentage par rapport à la quantité totale d'acides aminés, on voit qu'on a eu des différences significatives, notamment sur la lysine et sur la leucine. Un petit peu aussi sur l'isoleucine, mais ça a vraiment été visible au cours de ces tests de mesure de digestibilité idéale standardisée. Et ça s'est traduit chez les animaux par des baisses de consommation. Ça a perturbé le fonctionnement de ces porcelets. Ils ont moins consommé, ils ont eu des fortes baisses de gains quotidiens sur la période, la période de démarrage. Et du coup, il y a une baisse aussi de gains par rapport à la quantité d'aliments qui est assez importante. Les mêmes tourteaux ont été testés chez des poulets de chair, et là, par contre, on n'a pas vraiment de différence significative, avec quand même une petite tendance où on voit malgré tout que pour les tourteaux, le tourteau en bleu, hein, celui qui avait des valeurs de facteurs antitryptiques un peu plus élevées, on tend quand même aussi vers des baisses de digestibilité, mais c'est plus faible. On va dire que les volailles sont moins sensibles à l'activité antitrypsique, elles peuvent tolérer des niveaux un peu plus importants. À l'inverse, donc là, on a vu les problèmes qu'on peut avoir quand on a des solubilités qui sont un peu élevées, donc des facteurs antitrypsiques qui restent importants. Quand on pousse la cuisson trop longtemps, ça va se remarquer sur le critère de solubilité des protéines dans la potasse. Et donc, on considère en général pour le soja qu'il ne faudrait pas trop descendre en dessous de 70% de solubilité. Là, on voit sur cette diapositive des résultats d'une étude, dont je cite la référence sur la gauche, qui porte à la fois sur des, des, des jeunes volailles et sur des porcelets. Euh, et donc, ce qu'on remarque, c'est que pour les porcelets, on va assez rapidement avoir des pertes de performance qui sont liées à l'excès de cuisson. C'est-à-dire que quand on dépasse, quand on descend à moins de 70% de solubilité de protéines, c'est-à-dire quand on a trop cuit, on va remarquer des pertes de gains de poids de l'ordre de quelques. Enfin, là, c'est des gains de poids en kilos pour une donnée, une durée déterminée. Euh, les essais sur volaille montrent qu'il faut pousser la surcuisson plus loin, c'est-à-dire en dessous de 60% de solubilité, pour qu'on commence à remarquer des pertes de performance. Donc, un repère à avoir, c'est que des solubilités de protéines qui sont plus basses que 70%, en général, pour des monogastriques, ça commence à être un petit peu important. Côté toastage à l'usage des ruminants et donc surtout des laitières, il y a eu, donc comme l'a dit Adèle, pas mal de travaux qui ont été faits sur le toastage ces dernières années, et on a des résultats qui sont assez contrastés. Alors, Adèle a dit que c'était pas évident de trouver des résultats positifs. Bon, il y en a quand même quelques-uns, hein, mais bon, là, je vous cite quelques cas qu'on peut trouver dans la presse agricole. Euh,
Bon là, le 1er dans un flash info, donnait, pas d'intérêt pour l'autostage. Là, sur un autre exemple, c'est un éleveur qui apporte un témoignage et qui, lui, au contraire, va plutôt avoir trouvé, des bons résultats, liés au tostage et il a envie de continuer. Hem, donc le cas suivant, donc c'est un éleveur aussi qui a travaillé sur des Montbéliardes, et qui a utilisé de la févrole toastée, c'est pas du soja, mais là j'arrive plus à me relire, excusez-moi. Et puis, une autre étude dans laquelle il y a eu plusieurs élevages qui ont, fait des comparaisons et dans lesquelles, on retrouve, également des valeurs sur des févroles et des lupins toastés avec des valeurs, nutritionnelles ruminants qui sont, moins intéressantes que c'était prévu, c'est-à-dire par référence aux tables comme l'a indiqué Adèle. Voilà, donc maintenant je vais en venir, au toastage à proprement parler. Donc le toastage qu'on a étudié, c'est un toastage qui est fait, grâce à un appareil de la société Mecmar qui donc consiste à exposer les graines à un flux d'air très chaud, pendant un temps relativement court. Le temps de séjour dans l'appareil est de quelques minutes, tout au plus, hein, et donc on va avoir, une chaleur sèche, assez brutale, qui va monter la température de la graine, aux alentours de 120 degrés et qui va permettre, de d'atteindre cette température importante sur un temps court, dans des conditions plutôt séchantes. Donc ce qui caractérise, l'appareil, c'est donc qu'il y a une flamme directe qui est les produits de combustion vont entrer en contact avec la graine, donc il y a un risque, de mauvais réglage du brûleur qui pourrait entraîner la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est-à-dire par exemple de benzoapyrène, qui sont des produits toxiques, qui peuvent rentrer dans la chaîne alimentaire. Donc là, c'est un point de vigilance, que je tiens à rappeler parce que ça peut poser des problèmes, sanitaires. Ce flux d'air chaud donc traverse le produit. Il y a un système de récupération de chaleur qui permet de préchauffer l'air entrant, donc qui permet d'économiser un peu d'énergie. Les températures caractéristiques, c'est de l'ordre de 280 degrés sortie, air chaud, pour 120 degrés côté graine. Donc les investigations qui ont été faites, sur des chantiers, ça a été de regarder avec, une caméra infrarouge la température des produits, en sortie. Donc vous avez, à l'écran un thermogramme typique où on voit, bah, chaque couleur représente une température différente, hein, et donc on peut ensuite en combinant la totalité des pixels, faire un histogramme des fréquences des températures et ça permet de mesurer un petit peu la dispersion des températures qu'on observe avec une petite réserve quand même, c'est que c'est une température de surface et donc on n'a pas forcément. Bah, ça évolue assez rapidement, du fait que la chaleur, est irradiée, sous forme d'infrarouge et donc la mesure doit être faite très rapidement pour avoir un sens. Heu, donc ces mesures, en les compilant, on peut obtenir bon là, c'est par exemple le résumé de 6 thermogrammes, on compile toutes les données et ça permet de mesurer, la dispersion des températures et de regarder un petit peu aussi le type d'hétérogénéité qu'on a pour, la rapprocher d'un modèle, est-ce que c'est un modèle, de type, statistique classique, hein, complètement aléatoire, ou est-ce qu'il y a des choses particulières, notamment de la symétrie? Ce qu'on retiendra, c'est que sur, 17 thermogrammes qu'on a pu, considérer suffisamment, fiables pour être retenus, une température moyenne de 115 degrés, un écart type de l'ordre de 10 degrés, la forme asymétrique de la courbe, mais qui est probablement liée à un biais du fait que les coques, se détachent en partie à la sortie et refroidissent très rapidement. Donc on a un petit peu, enfin, la forme de la distribution est pas forcément représentative côté, froid, alors que côté chaud, elle doit l'être un peu plus.
et qu'on a 2 tiers de la population dans un intervalle de 112 à 130 degrés et 90% dans un intervalle entre 106 et 135 degrés. Donc c'est une dispersion qui est quand même malgré tout assez importante. Et par rapport à la distribution, donc on voit, enfin, en faisant des comparaisons entre la loi normale et la loi de Poisson, donc on s'aperçoit que ce qu'on a, ça ressemble vraiment à une loi normale, ce qui veut dire que probablement, heu, la graine, est dans un lit fluidisé à l'intérieur de l'appareil. C'est-à-dire que les graines sont remuées par la vitesse de l'air, ce qui amène, une meilleure répartition de la chaleur, sachant que si on avait un lit fixe, on aurait observé une distribution beaucoup plus plate. Voilà, et donc le deuxième chose qu'on a regardé, c'est un petit peu comment se passait le refroidissement des graines. Alors, on a fait ça sur, 2 sites. Un site à Vertillac où, la graine était mise en tas sur le sol. Bon là, c'était pas évident de pouvoir faire ces mesures. J'étais pas, très bien équipé pour pouvoir le faire, et la deuxième mesure a été faite dans le 79. Là, le dispositif, était de mettre les graines sortantes dans une benne d'agriculteur, et donc là, il a été possible d'aller faire des suivis de température. Donc les températures ont été suivies, dans 2 cas, enfin 2 cas, successifs sur la même benne d'agriculteur, et vous avez, la les cinétiques de refroidissement, en fonction de la position des capteurs, dans le tas. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout, assez hétérogène. On a par endroits la température qui refroidit assez rapidement en sortie de toaster, et qui va descendre, presque tout de suite, à des températures proches de 100 degrés. Alors que pour des graines qui sont au centre du tas et qui sont protégées par des graines qui arrivent ensuite par-dessus, on va garder des températures élevées beaucoup plus longtemps. On l'observe également, sur une autre observation où là, on a disposé les centres de température, plutôt sur la largeur de la benne, et à 2 endroits, sur la hauteur. Et là aussi, on a, notamment, quand on est au bord de la benne, des températures qui montent moins haut et qui refroidissent plus vite. Alors quand on est au cœur, de la benne avec, une meilleure isolation, par rapport à l'extérieur, une température qui, bon, dans les premières minutes, baisse assez rapidement, mais ensuite qui se maintient pendant assez longtemps à des valeurs qui sont supérieures à 110 degrés. Donc, on retiendra que la température sortie toaster a une variabilité qui suit une loi normale, donc ça permet d'avoir une meilleure idée de la façon dont fonctionne l'appareil, hein. C'est qu'on a un lit fluidisé avec, répartition aléatoire de la chaleur, et qu'à la sortie de l'appareil, le temps à une température supérieure à 110 degrés peut atteindre, largement plus d'une heure lorsque la graine est au centre de la masse, mais les graines situées sur les bords du tas peuvent refroidir beaucoup plus vite. Donc ça veut dire que dans un lot de ce type-là, on va avoir des graines qui vont avoir un temps de séjour, long, et un traitement thermique qui est quand même relativement, efficace et important. Tandis que sur les bords, on va avoir des graines qui auront refroidi plus rapidement et pour lesquelles, on va le voir, les marqueurs de cuisson sont beaucoup plus faibles. Donc au passage, on peut faire aussi un bilan thermique. On sait, d'après les données constructeurs, que la consommation, énergétique est de l'ordre de 19 litres de fuel, pour une tonne de graines, donc ce qui se traduit par en gros 193 kWh. Quand on regarde la variation de température que reçoit le soja, c'est la température, enfin la bande du milieu, on a à peu près à 68 kWh par tonne. Il y a une partie de l'énergie qui a servi à chauffer l'air qui sort à plus de 120 degrés. Donc, on a pu mesurer aussi les débits d'air, hein, donc, pour quantifier ce flux de chaleur. Donc, c'est de l'ordre de 40 kWh par tonne. Il y a aussi un effet de séchage. On perd quelques points d'humidité. La graine a perdu grosso modo 3 points d'eau, ce qui se traduit aussi par une consommation énergétique de l'ordre de 22 kWh par tonne. Et puis, il y a de l'ordre de 62 kWh par tonne, on ne sait pas trop où elle est passée. Euh, donc, globalement, le rendement thermique du système est assez faible. Il n'y a que 35% du fuel qui est brûlé, qui sert réellement
à amener de la chaleur dans le grain. Heu, alors quand on regarde l'efficacité du procédé sur les facteurs antitrypsiques, je reviens un petit peu sur ce qui a été présenté, tout à l'heure. On voit que, sur la graine crue qui est en bas, on a une dispersion qui est assez importante des facteurs antitrypsiques. Heu, il y a quasiment un facteur 2 hein, entre les graines crues qui ont le moins de facteurs antitrypsiques et celles qui en ont le plus. Ça, c'est un point qu'il faut quand même garder en tête parce que, on n'a pas besoin du même apport de chaleur pour, traiter un produit qui a peu de facteurs antitrypsiques versus un produit qui en est, bourré et donc à voir, l'intérêt de mesurer les facteurs antitrypsiques avant de toaster pour pouvoir régler son appareil. Quand on regarde, les produits, après toastage, on a aussi une gamme assez étendue, et ça, bah, comme on l'a vu, hein, ça vient des différences, d'intensité des traitements. Voilà, donc ça, c'est la même chose, mais vu, sous forme de boîte à moustaches et on voit donc la grande dispersion, hein, de ah pardon, oui, c'est plus les facteurs antitrypsiques, c'est l'ADE1. Donc l'ADE1, c'est une méthode de mesure, de la dégradabilité enzymatique, des protéines. Donc c'est un marqueur de la du degré de protection qu'on a pu leur apporter par les traitements thermiques. Donc on voit que pour les graines crues, les DE1 sont relativement élevées. Elles sont plus basses pour les graines toastées, mais avec une grande dispersion des résultats, avec des valeurs basses, des valeurs élevées. Et donc ça, effectivement, c'est un problème, comme a pu le dire Adèle. On a pu, regarder des corrélations entre des mesures, type DE1 versus, facteurs antitrypsiques. Donc on voit que les DE1 prédisent assez bien les facteurs antitrypsiques, c'est-à-dire qu'on a systématiquement pour des faibles DE1, des faibles facteurs antitrypsiques et réciproquement. La solubilité dans la potasse, est aussi un indicateur qui marche assez bien. Donc on pourrait, on quand on connaît, ces corrélations, on pourrait se passer de faire des mesures de facteurs antitrypsiques si on connaît, l'ADE1 par exemple, qui est une mesure qui est moins chère à faire. Bon, le temps passe, j'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais par rapport au couple de tourteaux qu'on a pu suivre, c'est-à-dire la même graine, heu, prise rapidement sortie toaster ou après refroidissement. Enfin, en tout cas, en gros, quand la benne a été reversée dans une fosse pour être ensuite refroidie et mise au stockage. Euh, donc, on a eu la possibilité de le faire dans deux positions et ça nous permet de voir pour donc ces couples d'échantillons comment le traitement a impacté l'évolution de ces marqueurs de cuisson. Donc, dans un cas, on a une baisse qui est pas très importante parce qu'on partait d'un produit qui était déjà pas mal cuit. Et dans un autre cas, on a une baisse qui est un peu plus importante. Donc, on le voit là pour la DE1 et on le voit là pour la solubilité soude. On a regardé aussi l'effet des traitements thermiques sur le NDF. Donc, le NDF, c'est les fibres qui sont euh, résistantes aux détergents neutres. Et il y a une corrélation entre la DE1 et ces fibres, sachant que bah, ça résulte du fait qu'il y a des protéines qui s'associent à cette fraction fibre du fait des traitements thermiques. Et donc, c'est ce qu'on observe. Et donc, il y a probablement, pour des valeurs de D1 les plus faibles, l'effet recherché hein, pour la protection ruminale qui se traduit aussi par cette association avec les fibres. Donc, j'en viens à mes conclusions. Donc, première chose, ben, on a vu que le toaster mobile n'est pas un très bon convertisseur d'énergie, mais on voit que si on l'utilise à bon escient, il permet quand même d'atteindre les objectifs d'une cuisson efficace. Le principal défi, ce serait de contrôler le temps de refroidissement. Donc, dans une benne d'agriculteur, c'est pas forcément facile à faire. Donc, l'idéal, si on n'avait pas de, bah, si on pouvait concevoir quelque chose
de parfait, il faudrait utiliser un tunnel de maintien en température dans lequel, le produit sortant serait maintenu à température, avec un transporteur, de type, à chaîne permettant d'avoir un temps de séjour complètement homogène et de pouvoir régler tant qu'on veut la durée de maintien en température. En pratique, c'est quand même difficile à faire, donc ce qui serait envisageable, ce serait d'utiliser des containers, qu'on peut manipuler avec un engin de levage, qu'on trouve souvent dans les élevages, de calorifuger ces containers de manière à éviter les pertes de chaleur et donc de faire du toastage, de stocker pendant une dizaine de minutes, ce qui sort du toaster et puis ensuite de maintenir le produit dedans environ, 1 heure pour ensuite, refroidir et d'avoir une bonne maîtrise de ce passage, maintien en température. Ce qu'on peut aussi en retenir, c'est que suivre la solubilité potasse ou DE1, c'est quelque chose qu'on devrait faire systématiquement de manière à bien connaître, l'efficacité de son traitement et il faudrait capitaliser ces données, si possible, les partager entre éleveurs pour pouvoir, construire une base de données et d'avoir des références, fiables. Un point important aussi, c'est quand on fait une prise d'échantillon, bah, il faut pas la faire à la sortie du toaster, mais il faut plutôt la faire après le refroidissement pour être représentatif du produit. Et donc, c'est important surtout si on est dans un système qui génère de l'hétérogénéité comme une benne, il faudrait pouvoir prendre plein d'échantillons, les mélanger, les diviser pour avoir quelque chose de représentatif. Heu, Autre point, donc il faudrait continuer à travailler sur les bilans thermiques pour chercher à réduire les pertes d'énergie parce que c'est quand même un vrai souci aujourd'hui c'est qu'on utilise du fuel donc qui est fossile et donc qui est pas, c'est pas très judicieux d'avoir quelque chose, avec aussi peu d'efficacité pour des résultats qui sont, somme toute, un peu limites. Heu Autre point, il faudrait, comme je le disais tout à l'heure, adapter le traitement en fonction déjà de savoir si c'est des monogastriques ou des ruminants. On n'a pas forcément besoin des mêmes intensités de traitement et compte tenu de l'hétérogénéité des facteurs ditrypsiques, dans la graine de départ, ce serait important de la connaître, de manière à régler le traitement pour tenir compte de la variabilité et éviter, une surconsommation d'énergie. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie de votre attention.